Voilà, aujourd'hui, je vous remercie d'abord d'être venu parce que je vois qu'on a du monde et ça fait plaisir. Je voulais d'abord commencer par les remerciements. Alors déjà, Claudius, qui est là, parce que quand on n'a pas de guide au musée, il traverse le pont et puis il vient faire les visites. Et donc il est très très apprécié, donc merci encore à toi. Je voulais remercier aussi Daniel Germain et Pascal Borg parce que vous voyez tout ce qu'il y a là. De temps en temps, il faut faire l'inventaire. Donc je ne sais pas si vous imaginez le nombre de pièces qu'il y a et aussi dans les archives. Donc Daniel Sérion, notre premier adjoint, avec Daniel Germain et... Non, pas Daniel. Pascal Germain et Daniel viennent tous les mardis après-midi et ils prennent chaque objet, ils le prennent en photo, ils font une fiche, donc ça s'appelle le récollement, ils font une fiche, ils mettent ça sur ordinateur. Et vous avez fait combien d'objets dans quelques temps? On en est à plus de 300 fiches. Voilà, donc 300 fiches et ça fait déjà bien 4 mois de travail si on compte l'interruption. Donc je ne sais pas si vous voyez ce qu'il reste à faire. Je voulais aussi remercier le comité des fêtes parce qu'ils sont toujours là pour nous donner un coup de main. Voilà, tout ça, c'est eux qui l'ont installé. Et puis je vais laisser la parole à notre conférencier, Stéphane Buffat, qui aujourd'hui nous fait une conférence sur le Rhône et Serrières au temps des barques de halage. C'est ça? Il y en a pour une heure à peu près? Une heure. Voilà, donc je vous laisse en compagnie de Stéphane. Merci à tous. Merci, bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Buffat, je suis serriérois sablonnais depuis toujours. Je veux vous proposer une conférence aujourd'hui sur la batellerie de halage, mais je tiens à vous préciser, je ne suis pas historien professionnel, je suis simplement un passionné d'histoire et d'histoire locale. Et je suis l'auteur de deux romans historiques d'aventure qui se situent dans la vallée du Rhône et au moins partiellement dans le monde du halage, donc c'est à ce titre-là que j'interviens devant vous aujourd'hui. Donc comme je disais, je suis féru d'histoire locale et l'histoire du halage s'est imposée à moi très jeune, quand j'avais 11 ans et que j'ai lu pour la première fois Les Seigneurs du Fleuve de Bernard Clavel. C'est quelque chose qui m'a marqué, qui a touché à mon identité locale, mon identité où j'avais grandi, dans le milieu des joutes et tout ça, parce que j'ai été dans les milieux des joutes depuis ma naissance. Donc ça m'a donné envie d'en savoir plus, ça m'a donné envie de lire encore plus, et puis ça m'a donné envie aussi d'écrire par la suite. Et c'est quelque chose qui est très important et qui me touche vraiment au niveau de mon identité. Donc pour commencer, le Rhône, ce qui est le fleuve roi, comme on l'appelle, ça a toujours été un fleuve difficile pour la navigation. Il a toujours demandé beaucoup plus de puissance, de traction et des difficultés beaucoup plus importantes que tous les autres fleuves d'Europe. En moyenne, sur le Rhône, il y a une passe dangereuse tous les 9 km. Les îles, les crues, les bancs de sable et de gravier changent au gré des crues. Donc l'itinéraire du halage est régulièrement déplacé selon les changements du fleuve. Donc on va partir aux origines, au temps des nautes, voire même avant. Avant les nautes, on a retrouvé des barques monoxyles datant de l'âge du bronze. Une barque monoxyle, c'est une barque faite d'un seul tronc d'arbre. Ici, vous en avez une qui était au parc de la Tech d'Or à Lyon, qui a été retrouvée dans la région lyonnaise, qui date de l'âge du bronze, et elle a été déplacée dans un musée parce que, hélas, il y avait des gens qui la détérioraient parce qu'elle était un peu trop en accès libre. Ils arrachaient des morceaux, tout ça. Donc maintenant, elle n'est plus exposée comme ça au parc de la Tête d'Or, elle est dans un musée, dans l'Ain. Donc le Rhône, ça devient vraiment un axe de pénétration commerciale à partir de l'âge du fer, mais le fret est encore très réduit, c'est très compliqué. Mais dès l'époque antique, Arles prend de l'importance. La ville d'Arles devient
le terminus, quelque part à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. On est encore dans une époque où le halage et le Rhône est secondaire. La route est prépondérante au niveau des échanges à cette époque-là. Justement, vu que le Rhône est difficile, les Romains font les premiers aménagements du fleuve au 1er et 2e siècle avant Jésus-Christ. Notamment le canal Fossa Mariana, qui rejoint Arles et la mer, justement, à Fos-sur-Mer. L'étymologie vient certainement de Fossae qui sont les canaux en latin. En 102 et 103 avant Jésus-Christ, il y a Fossae Augusta près d'Orange aussi. Donc déjà, on canalisait le Rhône, on essayait de dompter un peu le monstre. Le Rhône devient un axe très important après la conquête romaine, car il comporte beaucoup d'affluents navigables, l'Isère, la Durance, entre autres. Mais la navigation s'articule entre Arles et Lyon, et Vienne dans une certaine mesure à partir du IVe siècle. En sachant qu'il y avait des ports, vraisemblablement une multitude d'autres ports sur toute la longueur du Rhône. Ici vous avez une stèle aux nautes qui a été retrouvée à Lyon en l'honneur des nautes, qui supportait peut-être une statue à la base. La descente se fait à la force du courant et la remonte par halage. Il y a encore une large complémentarité entre navigation et roulage. Et le halage humain, tiré par des hommes, est exclusif durant toute l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge, en 1475 environ. Ici, vous avez une stèle qui a été trouvée sur les bords de la Durance, donc un affluent du Rhône. Mais sur le Rhône, ça devait ressembler à peu près à ça, au niveau de l'époque romaine. Donc on a retrouvé les barques gallo-romaines. Ici, vous avez une barque qui a été retrouvée lors des fouilles pour faire le parking Saint-Georges à Lyon. Donc les barques gallo-romaines qu'on a retrouvées mesuraient 15 à 20 mètres et portaient probablement 30 à 40 tonnes, une soixantaine au maximum. Il y avait aussi des plus petits bateaux pour le commerce plus local. Celui-là est à Arles, par exemple. Il se trouve au musée de l'Arles antique. Donc à l'époque, dans l'Antiquité, on transportait des cargaisons d'amphores et de tonneaux pour les liquides, beaucoup de vin. La vallée du Rhône était déjà une région viticole. De la laine de croc dans les environs d'Arles, des céréales, beaucoup de sel. Le sel qui était prépondérant pour la conservation des aliments, des bois, des métaux. Et puis pour le marché local, on transportait des matériaux de construction, de la pierre taillée, des tuiles, des céramiques. On suppose que le trafic a un peu baissé à partir du IIIe siècle. Il y a eu des troubles, le début des invasions barbares. Donc tout ça s'est poursuivi doucement jusqu'au Moyen-Âge. Donc au Moyen-Âge, on est encore sur le halage humain. Vous pouvez voir ici les haleurs qui tirent une barque. On appelait ça le halage au col. Donc ça continue au Moyen-Âge, toujours entre Arles et Lyon. Un convoi qui faisait donc un voyage, on appelait ça un village. Et donc ils en faisaient plusieurs par an. Et à l'époque, Valence s'impose comme la capitale du halage homine trantes, c'est-à-dire tracté par les hommes. Parce que Valence est idéalement située à mi-chemin au carrefour des voies de communication. Il n'y a pas encore de véritable chemin de halage comme on a pu le voir par la suite, mais des bandes de terre non aménagées de 9 à 14 pas de chaque côté du fleuve sont tenues pour voie publique. Et les mariniers, ils ouvraient le passage en coupant les arbres, tout ce qui les gênait. En sachant que le niveau du fleuve variait énormément, 9 à 14 pas autour du fleuve, ça pouvait varier, ça pouvait être à différents endroits, donc ça pouvait provoquer des conflits avec le voisinage. On leur coupait leurs arbres fruitiers ou des choses comme ça. À cette époque, la vitesse de remonte oscillait entre 6 et 11 km par jour.
Le trajet Beaucaire-Lyon prenait 30 à 40 jours. D'après certaines sources, notamment l'historien médiéviste Jacques Rossiot, les barques médiévales pouvaient avoir une voile pour soulager les hommes quand le vent était dans le bon sens. Jusqu'en 1475, le halage est exclusivement humain. Là, ici, vous avez un tableau beaucoup plus récent, bien sûr, qui donne une idée de ce que ça devait être, parce que le halage, homines trantes, c'est poursuivi sur les affluents et sur d'autres fleuves, même s'il après il a disparu sur le Rhône. Donc les haleurs, on les appelait les gens de l'Anse. L'Anse, E-N-S-E. On les appelait aussi les tiradors d'Anse, ou plus simplement les Anses. L'Anse, à la base, c'était la bretelle qui leur servait à aller. Une bretelle de chambre, qui leur servait à tirer la maille étant la corde qui rejoint les bateaux. Un groupe d'environ 10-12 anses était nommé une broche d'anse. Et donc les bateaux, ils étaient chargés, le chargement se comptait en muides. Alors le muide, c'est une ancienne mesure, qui était, comme beaucoup de mesures à l'époque, variable selon les régions et même variable selon le produit transporté. C'était une mesure de volume, mais on pouvait extrapoler un poids. Donc on comptait 5 ou 6 anses par muide en moyenne, ce qui nous amenait entre 1 tonne et 1 tonne 5 par homme. Donc une broche tire à peu près 2 muides. C'est comme ça qu'ils calculaient. On a des exemples de chargement en 1395 devant le péage de Savas, un bateau de 12 muides tiré par 60 hommes. En moyenne, il y avait, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, entre 80 et 150 à l'heure. 150 anses. À la fin du Moyen-Âge, en 1460 et 1473, on retrouve la trace de troupes de plus de 200 à l'heure, voire jusqu'à 270, sans compter les mariniers, parce que les mariniers ne tiraient pas. Certains auteurs parlent même d'énormes convois de 75 muides, donc avec plus de 400 anses. Les anses étaient une corporation à part, donc jamais un marinier ne tirait. Les mariniers étaient sur les barques, et les anses, les haleurs étaient sur le bord. Ils embauchaient parfois des renforts locaux pour un jour ou deux, pour les passages difficiles. Et c'était une corporation, mais ça pouvait être aussi un travail d'appoint. Un artisan, un ouvrier qui n'a pas de travail et pouvait aller se louer pour tirer. Les haleurs professionnels étaient recrutés par des armateurs. On les appelait les brochiers. Parce que les anses, donc 10-12 personnes constituaient une broche. Donc forcément, ceux qui les recrutaient, qui les encadraient, c'était les brochiers. Donc la plupart de ces brochiers étaient basés à Valence, comme on l'a vu, c'était vraiment la capitale de la batellerie de halage au col. Il pouvait y avoir des anses venant du Dauphiné, du Vivarais ou de Savoie, et ce n'était pas forcément que des gens locaux. On importait la main-d'œuvre. Ces brochiers faisaient aussi office de contremaître durant le voyage, c'est-à-dire non seulement ils recrutaient et louaient le personnel, mais ils accompagnaient l'équipe pendant le voyage, et c'est eux qui géraient vraiment leur personnel et tout ce que ça comportait. À la fin du Moyen-Âge, commençait à avoir des difficultés de recrutement, parce que les convois prenaient de plus en plus d'ampleur. Cela couplé à la peste qui a décimé la population, donc qui a diminué le personnel disponible. Et puis, c'était pas évident de gérer une aussi grande troupe d'hommes, ça posait pas mal de problèmes, il fallait les nourrir. Puis quand vous avez 400 personnes qui se trouvent là, il peut y avoir des vols de marchandises, parce que ça reste des convois marchands. Il pouvait y avoir, il fallait gérer des conflits, c'était compliqué. Donc il y a une mutation qui est assez brusque vers les chevaux. En moins de 10 ans, tout a radicalement changé. Autour de 1475,
on retrouve de moins en moins de contrats pour des haleurs, et de plus en plus de contrats d'achat ou de louage de chevaux. Et à partir de 1528, plus aucun grand convoi tiré par des anses, mais seulement des petits trajets. On retrouve seulement des petits trajets. Exceptionnellement, on a même trouvé des tirages mixtes. En 1530, 2 bateaux saulniers, c'est-à-dire qui transportaient du sel, sont tirés par 5 chevaux et 80 hommes. Donc les anses demeurent néanmoins sur les affluents comme l'Isère, l'Aure, au-dessus de Lyon. À l'arrivée des chevaux, un couple de 4 chevaux, donc un couple c'est un ensemble de 4 chevaux, on appelait ça un couple, remplace 12 hommes. Donc un cheval remplace un homme, ce qui nous fait qu'un cheval, au début donc à la fin du Moyen-Âge, un cheval tire à peu près 4 tonnes 5 tonnes. Ça coûtait légèrement plus cher de faire appel à des chevaux, comme ça. Mais avec tous les avantages et la certitude qu'il n'y aurait pas de désertion, parce que ça aussi c'était un problème, les hommes, s'ils avaient mieux à faire à un moment donné, ils partaient. Le cheval, lui, il n'avait pas trop de choix. Donc c'était beaucoup plus avantageux pour les équipages. Je peux me mettre. Donc le halage autant les chevaux, c'est vraiment le cœur de cette conférence. Donc on va d'abord commencer par une chronologie un peu rapide de ce qui s'est passé avant de rentrer dans les détails techniques et sociologiques. Donc rapidement, le halage à traction animale s'impose totalement. On trouve des traces de décise. Donc une décise, c'est une descente à la force du courant, et de remonte. Donc par définition, c'est remonter aller. Et les trains de barque arrimés ensemble se développent de plus en plus. Autant dire quand c'était des humains, chacun tirait à peu près son bateau. Là, on a commencé à attacher les bateaux ensemble pour faciliter le tirage. Concernant les animaux, sur le Rhône, c'est principalement des chevaux. Ça peut être occasionnellement des bœufs, mais ils sont mal adaptés aux spécificités du Rhône. Les bœufs sont plus utilisés sur les affluents, encore une fois, ou aussi sur le Haut-Rhône. Dès le Moyen-Âge et tout au long de l'histoire de la batellerie, jusqu'à l'avènement des chemins de fer, la foire de Beaucaire, fondée en 1217, qui commençait fin juillet, qui était censée durer une semaine, mais qui durait plutôt un mois, prend une énorme importance. Elle supplante ponctuellement Arles comme l'ultime étape méridionale des trains de barque. Ici, vous avez un tableau de la foire de Beaucaire. Vous pouvez voir les bateaux sur le Rhône, tous les étals. Donc la foire de Beaucaire, c'était vraiment l'endroit où tout se rencontrait. Là, vous avez une autre gravure de la foire de Beaucaire. Au niveau des marchandises méditerranéennes qui pouvaient venir d'Afrique, qui pouvaient venir du Moyen-Orient, tout arrivait et tout s'échangeait à Beaucaire. Je vais vous donner quelques exemples locaux qui touchent de près ou de loin la batellerie, qui touchent directement Sarrières ou les environs. Par exemple, en 1574, le baron de Perrault, Jean de Fay-Perrault, c'était un baron protestant en pleine guerre de religion. S'était révolté donc, contre le roi et avait arraisonné un train de barque qui était à la remonte. Il a dérobé tout le fret, estimé à 100 000 livres. La même année, en novembre, M. de Saint-Chamond, qui a la charge des troupes catholiques, arrive à Sarrières et aborde le bateau en décise du roi Henri III, qui était en train de descendre le Rhône. Il est donc à Sarrières et puis il lui a réclamé des hommes et des artilleries qui lui avaient été promises pour assiéger Annonay, qui était tenu par les protestants. L'histoire a été compliquée à Annonay. Ça a été tour à tour catholique-protestant. Après, ils avaient réussi à faire une espèce d'entente cordiale. Mais bon, à ce moment-là, il fallait reprendre la ville. Il a eu gain de cause, mais beaucoup plus tard. Et le 1er septembre 1642, le cardinal de Richelieu, de retour du siège de Perpignan, fait une halte de quelques jours à Sarrières. Donc il arrive dans un équipage
donc, par des mariniers. Ici, vous pouvez voir un homme qui utilise une harpie. Une harpie, c'est cette perche-là qui sert à avancer en appuyant sur le fond du Rhône. Et puis qui peut aussi crocheter, qui sert à beaucoup de choses pour la navigation. Donc il arrive à Sarrières, il y a 3 bateaux, et sur chaque berge il y a des cavaliers qui accompagnent, qui escortent le convoi. Le 2 septembre, il écrit une lettre depuis Sarrières, où il exprime son indicible joie concernant sa récente victoire contre les Espagnols. Et dans une des barques à sa suite, il y avait 2 prisonniers, les conspirateurs François-Auguste de Toux et le marquis 5 Mars, qui seront exécutés quelques jours plus tard, le 12 septembre, à Lyon. Donc le cardinal était à la toute fin de sa vie, là. Il était très malade, on voit qu'il est couché dans le bateau. Il a dormi à Sarrières, à ce qui s'appelle l'hôtel Vincent Seigle, qui est aujourd'hui, qui était jusqu'à récemment le bateau d'Émile, le bâtiment du bateau d'Émile, qui se trouve près du bureau de tabac. Et pour lui permettre de dormir, ces hommes ont écroulé un mur pour pouvoir le rentrer directement à l'Ité. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, cette auberge après s'est appelée auberge du Chapeau Rouge jusqu'à la Révolution en hommage à son illustre hôte. Donc pour sortir de l'histoire tout à fait locale, on peut... Donc là, vous avez l'image de Lyon avec le pont de la Guillotière, l'ancien pont de la Guillotière, et vous avez les bateaux et un bateau lavoir. En chemin, il y avait une multitude de péages. Le géographe André Alix, dans son étude Le trafic en Dauphiné à la fin du Moyen-Âge, a dressé une carte des différents péages à acquitter sur le Rhône. Donc, il a fait une liste qui n'est pas exhaustive. Après celui de Lyon, venaient ceux de Saint-Symphorien-d'Ozon, Givors, Vienne, Condrieu, Roussillon, Serrières, Saint-Lambert, Serres. Alors Serres, c'est sans doute Sarras, je pense. Saint-Vallier, Serves, Tournon, Étain, qui étaient face à face. Ensuite, ceux de La Roche-de-Glin, Valence, Étoile, La Voulte, Baie, Rochemort, Le Teil, Montélimar, Viviers, Bourg-Saint-Andéol et Pierre-Latte. Les péages seront supprimés à la Révolution française. Sur cette carte, qui est issue d'un livre de Jacques Rossiot, chaque point noir représente un péage. Donc vous pouvez voir qu'on mettait souvent la main au portefeuille. C'était encore pire que l'autoroute. On sait qu'en 1685, au péage de Valence, il y a 495 descentes et 245 remontes, pour 920 bateaux. Dans 50% des cas, il y a un seul bateau. Dans un peu plus de 25% des cas, il y a 2 bateaux. Et donc dans les derniers 25% qui restent, au moins 3 bateaux. Donc beaucoup de dessertes locales à l'époque. 1685, on est encore loin de la révolution industrielle. Et s'il y a beaucoup plus de descentes, de décises que de remontes, c'est que beaucoup de bateaux ne faisaient pas la remonte. Ils étaient construits à cet effet, ils descendaient, ils étaient démantelés, arrivés à Arles, et ils étaient vendus comme bois de construction. Ensuite, le trafic augmente. Dès la fin du XVIIIe siècle, les choses s'accélèrent. En 1811, le maire de Pont-Saint-Esprit explique qu'il faut 48 chevaux pour un convoi composé d'une barque capitale et de 6 penelles. Donc les penelles, on le verra par la suite, ce sont des barques des barques de mariniers. À cette époque, dans des conditions idéales, c'est-à-dire 1 mètre au-dessus de l'étiage, une descente, donc une décise, durait 3 jours et une remonte 20 jours. Donc ça, c'est quand tout allait bien. Ça s'allongeait en cas de crue ou de basse eau. Donc les conditions idéales n'apparaissaient à peu près que 3 mois par an.
Donc après, il y a les moments où on ne peut pas naviguer. 6 semaines par an en moyenne, la navigation était impossible à cause des crues. 10 semaines par an, en moyenne toujours, la navigation était impossible à cause des eaux trop basses, parce qu'il fallait un minimum de 70 cm. Donc ça nous fait à peu près 4 mois d'arrêt complet. Donc il reste 5 mois. 5 mois de navigation non idéale, avec souvent des chargements allégés. Les décises pouvaient alors prendre 6 jours et les remontes 2 à 3 mois, suivant les embûches. On sait que les équipages faisaient 6 ou 7 trajets par an. Sous la Restauration, en 1820, le Rhône supportait 250 000 tonnes de marchandises annuelles. C'était 4 fois plus que la route qui longeait le Rhône. C'est-à-dire que, autant à l'Antiquité, la route était prépondérante. Là, on arrive 18-19e siècle, début du 19e siècle. C'est vraiment la navigation qui a pris la part du lion. Le Rhône voyait un quart du trafic de toutes les voies navigables de France. On compte à cette époque donc 170 000 tonnes en décise et 80 000 tonnes en remonte. Et on sait que le tonnage décroissait en décise, c'est-à-dire que la moitié du fret qui partait de Lyon n'arrivait pas à Beaucaire. Elle était vendue en route. Et il ne restait plus qu'un tiers de ce fret arrivé à Arles. A l'inverse, en remonte, le chargement croissait. Lyon déchargeait 2 fois plus de marchandises que Beaucaire n'en avait embarqué. La révolution industrielle est là. Donc en 1837, c'est 400 000 tonnes. Nisier de Pupelu, dans les oisivetés de Sieur de Pupelu, évoque jusqu'à 109 équipages différents. Donc pas 109 barques, 109 trains de barques complets. Donc à cette époque-là, qu'est-ce qu'on échange comme marchandises? On remonte du savon, des huiles, des blés russes, des produits coloniaux, du camp-pêche, qui est un colorant pour les vêtements, du sel, du vin et des alcools, du coton, du sucre, des poteries, de la soude, de la garance du comtat venessin vers Avignon, des pierres à chaud de Vivier, du Teil ou du Cruas, du fer de la Voulte et du Cousin, du bois d'Ondance et de Serrières, du vin de la Moyenne-Noyenne du Rhône, des marrons et des pommes venant du Vivarais, de la houille venant du Forez, arrivant à Givors, qui pouvaient aussi remonter jusqu'à Lyon par ces trains de barque. Et donc cette houille arrivait à Givors par des canaux qui étaient encore allés par du halage au col, par des hommes, mais ils ne s'appelaient plus des anses, à ce moment-là ils s'appelaient des margoulins. Et qu'est-ce qu'on transportait en décise? Eh bien justement du charbon, qui pouvait venir du Forez, des grains de Bresse et de Bourgogne, du fer et de l'acier de Haute-Saône, du chanvre, du cuir, des produits manufacturés, du bitume, des pierres. La majorité du bois décisé constitué sur de grands radeaux, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, mais c'était... on assemblait des radeaux qui étaient démontés à l'arrivée et qui servaient à transporter le bois. Pour comparer un petit peu le Rhône avec ce qui se faisait ailleurs, sur la majorité des transports fluviaux français, les 2 tiers des marchandises faisaient moins de 10 lieues. Et le dernier tiers, moins de 40 lieues. Sur le Rhône, la moyenne était de 71 lieues. C'est-à-dire que le Rhône faisait vraiment des liaisons longue distance à comparer d'autres fleuves où c'était beaucoup plus des dessertes locales. Les mariniers transportaient parfois les passagers, des voyageurs qui logeaient dans la barque capitane sous le tchaume qui est la cabine de la barque capitane avec le patron. Les passagers restent encore quand même, c'est pas un service très très répandu, même si c'est courant, mais ça augmentera avec les bateaux à vapeur par la suite. Donc nous voilà à l'arrivée du vapeur. Donc ici déjà sur cette gravure, vous pouvez voir ici qu'il y a un bateau à aube, qui est un bateau à vapeur, derrière le bateau lavoir. Là ici vous avez un bateau lavoir. Donc la vapeur arrive petit à petit.
Le 15 juillet 1783, le Pyroscaphe, c'est ce bateau, c'est le premier bateau à vapeur inventé par le marquis Claude-François Dorothée de Jouffray d'Aban, a déjà été essayé sur des bassins depuis 1776. Et donc en 1783, il navigue 15 minutes sur la Saône entre la cathédrale Saint-Jean et l'île Barbe. Donc ici vous avez une maquette, il faisait 46 mètres de long, 150 tonnes. Et ici vous avez son inventeur. Donc le bateau à vapeur a été inventé en France, à Lyon. Donc ça parle beaucoup de la vapeur. Dès 1825, je me suis amusé à vous mettre l'article. On retrouve des articles de presse expliquant que c'était strictement impossible que la vapeur supplante le halage traditionnel. Il y a trop d'inconvénients avec la vapeur, il faut charger trop de charbon. Ça explique sur plusieurs pages, là c'est juste le début de l'article, mais ça explique sur plusieurs pages que ça n'arrivera jamais. La vapeur ne supplantera jamais le halage traditionnel. Des visionnaires. En 1826, on essaie des bateaux dont le moteur à vapeur est censé aider les chevaux de halage, c'est-à-dire que c'est de nouveau une petite navigation mixte. Mais en mars 1827, un de ces bateaux explose à la Guillotière, faisant 28 morts. On arrive enfin au vrai point de bascule. Le 17 juin 1829, la Société des bateaux à vapeur pour la navigation du Rhône apparaît. Son premier bateau, judicieusement nommé le Pionnier, fait une décise. Et sa décise, lui, il l'a fait pas en 3 jours, il l'a fait en 13h30. Dans la foulée, il fait une remonte en 7 jours, avec 88 heures de navigation effective. Donc ici, vous avez une illustration, c'est un bateau à aubes, avec des aubes latérales. Ils remontent en 7 jours et ils auraient pu faire plus vite. C'est bien spécifié que, vu que c'était comme une technologie assez nouvelle, il y a eu des erreurs humaines qui ont ralenti encore le bateau et la remonte. Donc vous vous rendez compte, 7 jours au lieu de 20, le halage était condamné, il ne pouvait plus lutter. Donc la vapeur tue rapidement le halage qui était alors à son apogée. Ici vous avez un patron en 1900 sur un bateau, j'ai trouvé la photo belle, je voulais partager. Donc à quel moment exact s'éteint le halage? On le sait. On le sait. Le patron des 2 dernières rigues, donc des 2 derniers trains de halage, enfin, le propriétaire était les frères Cuminal de Serrières. Et en 1851, ils vendent leurs 2 derniers équipages. Donc les derniers patrons de ces 2 derniers équipages étaient Jeannot d'Hervieux de Serrières. Nous avons ici une croix des mariniers d'Hervieux, je ne sais pas si c'est la sienne, mais en tout cas c'est certainement apparenté. Et Barillot de Vermaison. Donc à la fin, la concurrence était rude, ils ne transportaient plus toutes les marchandises qu'on a évoquées tout à l'heure, ça c'était pour la vapeur, hein. Ils ne transportaient plus que du sel et du charbon. Mais même là, ils n'y arrivaient plus. Donc ces barques partent vers le Haut-Rhône pour faire de la desserte locale, elles sont vendues à un certain Monsieur Moine. Ici, je vous ai mis une illustration qui se trouve dans mon premier livre, On a une histoire autour du Rhône, qui raconte cette histoire. Du dernier équipage. Donc c'est un recueil de nouvelles, c'est la toute première nouvelle du livre, illustrée par Monsieur Raphaël Brusque. Et donc ça, c'est des illustrations de Raphaël Brusque qui montrent un équipage avec des chevaux et des barques de halage. Livre que je pourrais vous proposer par la suite si ça vous intéresse. Donc la vapeur prend une importance prépondérante, mais rapidement elle sera elle-même éclipsée par le chemin de fer. Un, deux. Oui, rapidement elle sera elle-même éclipsée par le chemin de fer.
Et même là, à ce moment-là, je ne vous ai pas mis, mais j'ai retrouvé encore des articles qui disaient que jamais le chemin de fer ne pourrait éclipser la vapeur. Mais c'est bien ce qui se passe. Donc on va parler maintenant de... Je vais continuer à voix haute. Donc, il y a différents rôles et fonctions dans la batellerie de halage. Un équipage, en général, se composait de 40 à 50 hommes, des hommes vigoureux. Dans le livre « Je te cherche, Buron », Bernard Clavel, donc un auteur qui me tient à cœur, raconte que Louis Martouret, qui était conservateur de ce musée, et Bernard Clavel venait souvent ici, il aimait beaucoup ce musée, l'avait vigoureusement engueulé, parce qu'il avait dit que lors d'une visite, quand elle lui disait que les mariniers étaient des colosses, il avait dit à Lombon, il peut y avoir des costauds et des moins costauds, comme partout. Elle a dit, ah, il comprend rien celui-là. La sélection naturelle faisait que c'était que des colosses. Enfin, elle n'était pas commode, hein, la poésie, pour ceux qui l'ont connue. Donc, au niveau des équipages, il faut parler d'abord du maître d'équipage. Donc, le maître d'équipage, en général, il ne le disait pas, c'était le propriétaire. C'était en quelque sorte l'armateur. Donc, par exemple, on a parlé tout à l'heure des cuminales qui étaient les derniers maîtres d'équipage. Il pouvait posséder d'ailleurs plusieurs équipages. On voit qu'au moment où il le vend, les frères criminels en possédaient encore deux. Mais si on se concentre sur ce qu'il y avait à bord, merci. Si on se concentre sur ce qu'il y avait à bord, donc nous avions un conducteur. Le conducteur, c'est une sorte d'intendant, d'économe, de caissier, le représentant administratif du maître d'équipage à bord. C'est lui qui tenait le livre de compte et qui allait régler les péages, qui s'occupait de tout ce qui était administratif. Ensuite, on a un personnage très important qui est le patron. Alors sur cette photo, ceux qui sont prêts verront que c'est marqué maître d'équipage, mais je pense que c'est une erreur, c'est certainement un patron. Donc le patron, c'était le capitaine du convoi, c'était l'autorité suprême, il dirigeait tout de A à Z. Il prenait les décisions. Dès sa promotion, ça devenait un monsieur. Le patron, c'était quelqu'un, c'était une personnalité. Hors navigation, il arborait toujours la redingote, le gilet et portait un gibus. C'était un notable. C'est généralement lui qui tenait le gouvernail de la barque capitaine. Donc les mariniers étaient réputés pour être des gens forts en gueule, bons mangeurs, bons buveurs, qui ne se pliaient pas facilement à l'autorité, qui pouvaient avoir des problèmes avec les autorités locales lors des haltes et dans les villages. Par contre, le patron, c'était parole d'évangile. Le docteur Francus, c'est-à-dire l'historien Albin Mazon, explique que on les a vus souvent indisciplinés, mais on n'en a jamais vu un manquer de discipline envers son patron. Il se dit aussi qu'il bénissait le convoi chaque matin en se signant avec l'eau du Rhône et en priant Saint-Nicolas. C'est possible. Est-ce que c'était systématique? Après, on a sûrement beaucoup idéalisé aussi les pratiques, parce que j'y viendrai plus tard, mais ça a été un vrai manque dans l'identité locale quand ça s'est arrêté. Donc, dans les autres personnes qui pouvaient se trouver à bord, on peut parler du mudiar ou du mudaïr. C'était un pilote local. Donc, quelqu'un qui venait faire un bout de chemin. Il connaissait bien le coin, l'état actuel des hauts-fonds, des graviers et des bancs de gravier qui avaient pu changer avec la dernière crue. Donc, il était embauché pour un passage particulier, donc il prenait la place du patron à la barre. Et il est embauché pour une mode ou une mude, c'est-à-dire un trajet, un passage. Et donc une mude, d'où le mudaïr, le mudiar. Personnage très important à bord, c'était le prouvier. Le prouvier était appelé, c'était le second du patron. Il se tenait à la proue de la barque, il relayait les ordres du patron au personnel de terre grâce à un porte-voix comme celui-ci. J'aurais pu l'utiliser
disais tout à l'heure. Et puis, il s'assurait de la profondeur grâce à une perche graduée qu'on nommait la pelle. Vous en avez une ici. Alors ici, elle est peut-être un peu plus récente parce qu'elle est peinte. Les pelles, à l'époque au XVIIIe siècle ou auparavant, c'était des morceaux d'écorce qu'on n'avait pas enlevés à longueur régulière. Donc le tirant d'eau nécessaire était nommé le pan. Alors il sondait et puis il disait pan bien juste, il fallait faire attention, pan couvert, donc ça allait, voire pan milord ou à la souveraine, quand il y avait beaucoup de fond. À ce moment-là, il arrêtait de sonder et puis continuait. Donc ensuite, nous avons les mariniers. Les mariniers, ils exécutaient les manœuvres, patronnaient les bateaux de carate. Patronner, ça veut dire barrer. C'est une appellation typique de la batellerie qui est restée notamment dans le monde des joutes, où on patronne un bateau de joute, on ne le barre pas. Et c'est pas un barreur, c'est un patron. Donc il patronnait les bateaux de carate à la décise et il faisait toutes les tâches qu'il y avait à faire à bord. Et puis il y avait quelqu'un qu'on appelait le grand garçon. Alors ce grand garçon, c'était le cuistot, c'était le cuisinier. Donc les mariniers, ils étaient vraisemblablement des colosses, en tout cas c'était des costauds. Donc les repas étaient copieux. Beaucoup de viande de bœuf, la fameuse grillade marinière qui se mange encore aujourd'hui. Ils mangeaient du poulet, des anchois, des soupes. Tout ça arrosé de vin des Côtes-du-Rhône, bien sûr. Pour aider le grand garçon, il y avait le chat de barque, c'était le mousse. Il aidait le cuistot, mais il apprenait aussi le métier de marinier. Et il servait à table. À bord, il y avait aussi un charpentier qui effectuait toutes les réparations nécessaires durant le voyage. Donc ça, c'est à bord. Mais à terre, donc vous voyez, là vous avez un bateau en train de barque, c'est le tableau qui se trouve derrière. Mais vu qu'il fallait qu'on mette l'écran, je ne pouvais pas vous laisser le voir complètement. Donc vous voyez le prouvier qui est en train de parler et donner des ordres à terre. Et à terre, il y avait le patron de terre, donc c'était le relais du patron. Il surveillait la manœuvre, il sondait les difficultés de la route, parfois aidé du prouvier qui le rejoignait grâce à une petite barque. Il inspectait les chemins submergés, les quais et repérait les meilleurs passages. À terre, il y avait aussi le bail, le bel. C'était le chef de toute la cavalerie. Alors lui, il s'occupait des chevaux. Il s'occupait principalement des chevaux. Il les préparait, il les soignait, et c'est lui qui dirigeait les rations. C'était un peu lui le vétérinaire du convoi. Il se portait parfois en éclaireur pour prévoir les haltes dans les auberges. Son aide s'appelait également chat, comme le mousse à bord, mais il pouvait aussi s'appeler chien pour différencier. Donc à savoir que les gens de terre dormaient plus souvent dans les auberges, tandis que les mariniers dormaient sur leur bateau. Il y avait quand même une différence. À terre, il y avait aussi un maréchal ferrant qui contrôlait les ferrages, qui changeait les fers s'il y avait besoin. Il y avait le gafferon. Le gafferon, c'est lui qui sondait les passages. Il sondait les passages à gué, et il y en avait des passages à gué. Parce que des fois, le chemin de halage pouvait être submergé. Parfois, il y avait des affluents qu'il fallait traverser l'embouchure. Il y avait des îles. Il fallait traverser sur l'île. Donc, il y avait beaucoup de passages à gué. Et pour faire marcher, il fallait faire tirer les chevaux dans l'eau. On appelait ça une gaffe. C'était pas une bêtise à l'époque, une gaffe. C'était le fait de tirer l'équipage depuis l'eau. Donc le gafferot, lui, il allait s'assurer que c'était faisable. Il utilisait une petite barque pour aller sonder les passages. Et le reste des charretiers s'appelait les culs de piot. Donc les culs de piot, pourquoi? C'est du patois, bien sûr, c'est cul de peau, parce qu'ils mettaient des larges pièces de cuir sur leurs pantalons pour les renforcer, parce que, comme vous pouvez voir, ils montaient sur les chevaux,
Et au niveau de l'usure, si vous ne voulez pas en passer un par semaine, il les renforçait comme ça. Donc sous le contrôle du bail, il s'occupait des chevaux, il dégageait les chemins si besoin, il réparait les cordages. Il pouvait faire aussi sauter la maille, donc la maille qui est la corde principale, qui rejoint au bateau. Et la faire sauter par-dessus un obstacle à l'aide de perches qu'ils appelaient les sautes-mailles. Les autres métiers qui pouvaient concerner le halage, on a parlé tout à l'heure des margoulins à Givors qui amenaient le charbon. Donc ça existait aussi ailleurs. Ils tiraient les barques dans des passages difficiles ou sur des affluents. Et comme les mulahirs, ils se louaient pour un passage particulier. À Lyon, il était interdit de haler depuis les quais avec les chevaux parce que ça aurait détruit les quais. Donc les haleurs étaient réunis en corporation et ils ne se nommaient pas les margoulins, là ils se nommaient les modères. Beaucoup notamment pour ceux qui connaissent l'histoire des joutes, les jouteurs des 33, il y avait beaucoup de modères au sein de cette société. Donc les modères, ils tiraient les barques le long de la Saône. Et c'est la même racine que pour les mudahirs, ça vient de mode. Modère, mudahir, donc un trajet, un passage. Les autres métiers liés, il y avait les portefeuilles, les affaneurs, c'était les manœuvres sur les ports qui se louaient dans chaque port pour les chargements et déchargements à l'aide du poulain. Un poulain, c'est ça. Ça servait, c'était mis entre le quai et la barque et ça servait à faire glisser les sacs, les tonneaux, ça servait au chargement et déchargement. On peut aussi parler des auberges de relais qui se trouvaient tout le long de la route, il y en avait à Sarrières, il y en avait à Sablon. Ça permettait les haltes, de s'occuper des chevaux. Donc oui, comme je vous l'ai dit, les gens de terre dormaient souvent dans les auberges où il y avait des écuries, tandis que les mariniers ils restaient sur leur bateau. D'autres métiers étaient liés à la batellerie, mais c'est tout un monde du fleuve qui vivait autour de ça, des charpentiers, des calfateurs, des fustiers et des taquiers qui construisaient des bateaux, des taillandiers forgerons, c'était des forgerons spécialisés dans la fabrique d'outils, des charrons qui fabriquaient des harnais, des tixiers qui fabriquaient des toiles pour les prélards. Les prélards qui sont je vous en parlerai tout à l'heure, qui sont les bâches qui recouvrent les bateaux. Les cordiers, les vanniers, tout ce qu'il y avait besoin. Serrières, à l'instar d'autres villages de la vallée, comme Condrieu, Andance, La Roche-de-Glun, pour n'en citer que quelques-uns, était un véritable nid de mariniers. À Serrières, il y a eu de célèbres familles de maîtres d'équipage et de patrons, donc les cuminales. Donc les cuminales étaient très puissants, on les déclinait au pluriel, on disait les cuminaux, de par leur nombre. Les martourets, on a vu tout à l'heure un patron martouret. Les boissonnets, puis j'en oublie. Dans Voyage au Bourg Saint-Andéol, le docteur Francus, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Albin Mazon, un historien ardéchois, évoque sa rencontre avec un patron marinier charismatique, le grand Zidore. Il s'appelait Isidore Cuminal, comme son descendant, ou en tout cas petit-neveu, qui a été sénateur de l'Ardèche. Donc le grand Zidore. Il le décrit comme un grand diable, avec des yeux gris perçants, et d'épais favoris, une face haute en couleur, mais qui, malgré ses brusques et rudes manières, laissait voir toutefois qu'il était un bonhomme, au fond. Il portait des cadenettes, ses cheveux étaient tressés sur ses tempes, et deux énormes anneaux d'or lui servaient de boucle d'oreille. Les cadenettes, c'est les tresses qui descendent le long des tempes. Francus nous dit aussi que ce Zidore lançait la journée en disant au nom de Dieu et de la Sainte Vierge, faites tirer d'avant, avoyant, joyeusement. Au nom de Dieu et de la Sainte Vierge, faites tirer d'avant, sans secousse, gaillardement. Sur cet essai approximatif sur le patois que je ne maîtrise absolument pas, on va parler des barques. Donc, la barque la plus importante, c'était la barque capitane, dite aussi la devant. C'était la barque du patron. Elle mesurait 75 pieds, c'est-à-dire à peu près 25 mètres. Et à partir du XVIIIe siècle, elle comporte un énorme gouvernail à l'arrière.
Sa proue est relevée, comme quasiment tous les bateaux du Rhône. Et donc, elle a une cabine qu'on appelle chaume. Alors, plus exactement, le chaume, c'est le toit. Et quand on est dans la cabine, on est sous le chaume. Le toit qui pouvait être en bois, en zinc, suivant les époques. Donc, dans le chaume loge le patron, le conducteur et le prouvier, et les éventuels passagers. Les autres mariniers ne logent pas là. Donc sur le chaume, c'est là que donc, le patron se tient, il manœuvre là-bas. Et une de ces barques durait à peu près 8 ans. On y plaçait tous les agrès et cordages. Et 50 ou 60 tonnes de marchandises. Aux 2 tiers de sa longueur se trouve un petit mât qu'on nomme arbouvier. L'arbouvier, c'est là qu'est attachée la maille. Donc ici, c'est un peu particulier sur cette gravure. C'est tiré d'une visite du pape Pie VII à Lyon. On voit le bateau du pape ici. L'arbouvier serait ici, mais on voit que la maille est attachée à l'avant. Donc la maille, c'est une corde énorme. Elle fait au moins 10 cm de diamètre, mais certaines sources disent qu'elle elle avait l'épaisseur d'une cuisse d'homme. C'est pour ça que les cordiers étaient très importants dans la batellerie, parce qu'il y en avait quelques-unes des cordes. Les autres bateaux, quant à eux, on les appelait les bateaux de Karat. Karat, c'est l'étymologie du mot charrette. Ils étaient donc derrière la capitane. Mais ils pouvaient être de différentes sortes. Un équipage comportait en général 3 à 7 barques dans un convoi. Donc vous avez des penelles, qui est le bateau à la base typique du Rhône, aux 2 extrémités relevées, qui pouvaient transporter 40 à 50 tonnes. Un peu plus tard sont arrivées les Sislandes. Là, vous en avez une qui servait certainement de bac à traille. J'en parlerai tout à l'heure. Donc les Sislandes avaient l'avant relevé et l'arrière coupé droit. Donc il y a des chargements variables. Hein, c'est de 75 tonnes, mais il y avait des Sislandes beaucoup plus grandes. Là, vous avez une autre Sislande, mais il y avait aussi les Savoyardes qui ressemblaient beaucoup aux Sislandes, qui étaient des barques encore plus grandes qui pouvaient charger plus de tonnage. Et vous aviez les Sapines. Donc les Sapines, c'était des barques qui étaient conçues pour ne faire qu'un seul voyage, qu'une descente. Et elles étaient démantelées à l'arrivée pour du bois de construction. Et ça descendait de 10 à 80 tonnes de fret. Elle durait entre 2 et 4 ans selon le modèle. Ici, vous avez les Sislandes qui sont amarrées à Tournon. C'est un tableau qui se trouve au musée de Tournon, qui a servi d'affiche à cette conférence. On avait aussi la civardière qui transportait la nourriture des bêtes. Et puis on avait alors d'après Pierre-Claude Tracol, les Pulavoines et les coursiers qui transportaient les chevaux lors de la décise. Ici, vous avez un tableau dont on a une reproduction là derrière, vous pourrez voir tout à l'heure. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une voile. C'était très marginal sur le Rhône. C'était déjà marginal. Jacques Rossiot nous dit qu'il s'était utilisé au Moyen-Âge. C'était très peu utilisé dans les époques plus modernes. Donc on manœuvrait les barques. Donc la capitane avait un gros gouvernail, on l'a vu, mais toutes les autres barques étaient manœuvrées différemment. On manœuvrait grâce au picon et à l'empinte. Donc l'empinte, c'est cette grande rame gouvernail qui se trouvait à l'arrière, qui servait à manœuvrer, donc un gouvernail. Et à l'avant, il y avait des gouvernails de proue, qu'on appelait les picons. Ici, vous les voyez bien, ici c'est sur une penelle. Donc les picons, ils pouvaient être plantés à gauche, à droite, enfin à bâbord, tribord, de façon à accélérer la manœuvre et aider à la manœuvre. Ces barques n'avaient pas de cabine, mais se recouvraient d'une espèce de tente qu'on appelait un prélard.
Il y avait une grande traverse horizontale et une toile épaisse qui recouvrait, qui protégeait à la fois les marchandises et les mariniers qui dormaient en dessous. Et donc on remonte, les barques étaient attelées les unes aux autres, elles étaient reliées entre elles par un cordage, un câble qu'on appelait le calome. Et pour finir, c'est pas vraiment une barque, mais je voulais vous parler des radeaux. Ici vous avez l'amarrage d'un radeau au début du XXe siècle à Serrières. C'est l'actuel bassin de joute, il n'y a pas encore les gradins. On voit déjà les bateaux de joute. Ici vous voyez. Et là, vous avez un radeau qui est en train d'être amarré. Donc ces radeaux pouvaient être immenses. C'était vraiment des grandes structures. Et il arrivait régulièrement qu'ils soient assemblés à terre et qu'on attende la crue pour soulever le radeau et pour partir en décise. Et c'était mené comme une barque avec picon et empinte. C'est une empinte à l'arrière et des picons à l'avant. Donc on a parlé des hommes, on a parlé des barques, mais il faut aussi parler des chevaux. Donc un convoi comportait de 30 à 80 chevaux. À la base, c'était d'énormes chevaux de trait, des comtois, des percherons, des boulonnais, des limousins, des ardennais. Mais tous les témoignages de l'époque attestent de leur gigantisme. Donc les conditions de travail n'étaient pas faciles. Donc toujours le docteur Francus précise donc dans les années 1870 qu'on n'en voit plus des comme ça aujourd'hui. Donc on voyait encore beaucoup de chevaux de trait à l'époque. C'était bien pour montrer que c'était des chevaux qui étaient vraiment énormes, qu'on peut peut-être même plus imaginer. Pourquoi des chevaux si grands? Pour la puissance déjà, mais pas seulement. On a vu tout à l'heure qu'il fallait souvent traverser à gué, faire tirer les chevaux dans l'eau. Et plus le cheval est grand, et plus il peut tirer dans un endroit profond. Si le cheval est un peu plus trapu, il va se mettre à flotter et puis il ne va pas tirer grand-chose. Donc ces chevaux étaient des bêtes magnifiques faites pour un travail herculéen. Ils ne vivaient pas vieux d'ailleurs. Ils avaient une longévité bien moindre que les autres chevaux. Ils étaient harnachés par 4, qu'on appelle ça un couple. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais ils n'étaient pas harnachés de cette façon-là. Ils étaient plus harnachés de cette façon-là. Un couple, c'était comme ça. Donc ils avaient leur nom. À l'avant gauche, il y avait la monture, flanquée du ferrament de monture. Et juste derrière venait le seguin et le ferrament de seguin. Donc voilà, monture, ferrament de monture, seguin, ferrament de seguin. Donc on répartissait les coubles sur toute la longueur du convoi. Donc plusieurs coubles tiraient la capitaine. On appelait ça le K d'avant, câble d'avant. Et puis 3 ou 4 coubles étaient amarrés à une autre maille directement sur un autre bateau. Et puis il pouvait y avoir 3 ou 4 mailles. On appelait ça le K du milieu, le K d'arrière. Les coubles étaient attachés à la maille par des renards. Les renards, donc c'était des cordages, que les culs de piot surveillaient en permanence. Et ils avaient autour du ventre, on ne voit pas forcément, mais ils avaient autour du ventre une grande quantité de fils qui s'appelait du batafil ou du batafil, qui leur servait à rafistoler les renards quand ça commençait à lâcher. Plus il y avait de chevaux, plus le poids tracté par chaque cheval pouvait augmenter, parce que les forces se démultipliaient. Donc pour 40 chevaux, chaque cheval tirait 7,5 tonnes. Pour 50 chevaux, 8,5 tonnes par cheval. Et pour 64 chevaux, 8,75 tonnes. Donc on voit, au tout début du halage par les chevaux, on était à 4,5 tonnes, entre 4,5 tonnes et 5 tonnes par cheval. Là, on a presque doublé, justement par la sélection de chevaux de plus en plus puissants. Les mariniers nommaient les rives du Rhône Ampie et Riaume. C'est un souvenir du temps où le fleuve servait de frontière entre le royaume de France, donc le Riaume, et le Saint-Empire romain germanique. Donc globalement entre 1173 et 1349.
Donc il est Fatira au Royaume, Fatira du Royaume, Fatira de l'Empire. Ces appellations sont restées jusqu'à la fin, et aujourd'hui elles restent encore dans la culture locale. Le gymnase de Salaire-Sablon s'appelle le gymnase Empire-Riaume, par exemple. Selon une ordonnance royale de 1669, mais l'usage datait certainement d'avant, confirmé par le Code Napoléon, chaque propriétaire devait laisser le long des voies navigables une largeur de 7 pieds 80, soit environ 2,50 m pour le halage. Le halage avait généralement lieu rive gauche, à l'Empire, c'est-à-dire pour ce qui nous concerne, côté Sablon. Mais parfois il fallait passer au Riaume pour éviter un obstacle, un éboulement. Cette opération difficile s'appelait le culissage. Donc la maille et les chevaux étaient traversés sans doute en plusieurs allers-retours à l'aide d'un coursier, et le convoi se réorganisait sur l'autre rive et repartait avant de revenir à nouveau culisser et revenir sur la bonne rive. Le halage était quelque chose d'assez dangereux. Les mariniers et les culpios portaient des grands coutelas capables de débroussailler, comme de couper une maille en cas d'urgence. Les incidents étaient fréquents car les difficultés ne manquaient pas. Il fallait passer les ponts, les embouchures d'affluents, les îles, dans des conditions fluctuantes, les crues, les basses eaux. On risquait d'engraver, c'est-à-dire s'échouer sur les graviers. Alors, les barques pouvaient se percer sur un tronc flottant. Enfin, il y avait beaucoup. Il ne manquait pas d'occasion de se casser la figure. Donc il y avait une règle fondamentale, c'était l'entraide. Les convois, même concurrents, s'entraidaient s'il y en avait un qui était en difficulté. Il pouvait arriver de sacrifier une barque en coupant une maille pour sauver le reste du convoi, mais c'était quand même exceptionnel. J'ai retrouvé justement chez Jacques Rossiot qui parle de pertes inférieures à 3% sur la globalité du trafic. Donc c'est quand même assez peu. J'ai retrouvé dans un fleuve écrit par un Rambertois, Roger d'Esmond, le Rhône, un fleuve des hommes, la composition d'un équipage de 1842. Je vais vous la donner, et après on va revenir sur certains points. Donc il nous parle d'une barque capitane, de 5 bateaux chargés de 500 tonnes de marchandises, d'un pilawan, d'un coursier, de 2 bateaux de chevaux et de 3 petites barques de service. Ce qui nous fait 10 gros bateaux. Donc c'est déjà un équipage costaud. Et constitué d'un patron, d'un prouvier, d'un patron de terre, d'un charpentier, d'un maréchal ferrant et de son aide, un maître d'équipage, 2 mousses, 7 mariniers et 16 culpios. Ce qui nous donne 32 hommes, ce qui paraît très peu. Donc plusieurs points qui pouvaient paraître surprenants, c'est pour ça que j'y reviens après, c'est que les sources, il faut parfois les prendre avec des pincettes parce qu'elles sont souvent contradictoires. Pierre-Claude Tracol, notamment dans les Mariniers du Rhône, nous explique que le pilawan et le coursier servent à transporter les chevaux la Décise. Ici, il est question de bateaux dédiés pour le transport des chevaux en plus de ces deux-là, donc ça peut poser question. En plus, il n'y a pas de civardière pour transporter le fourrage. Donc 32 personnes pour 8 à 10 bateaux, ça paraît très peu, voire même impossible en Décise. C'est possible qu'il y ait une restriction budgétaire parce qu'en 1842, il y a déjà la forte concurrence des bateaux à vapeur, mais quand même, manœuvrer ces bateaux avec 7 mariniers, ça paraît impossible. Jacques Rossiot nous dit qu'en Décise, il n'était jamais moins de 4 par barque et jusqu'à 12 sur les grandes sapines. Il est question aussi de maître d'équipage, alors que le maître d'équipage ne naviguait pas, c'est sans doute un conducteur, son représentant. Le bail n'apparaît pas non plus, ni le garçon. Enfin, est-ce que ça pouvait être des restrictions budgétaires et les rôles qui avaient été fusionnés, ça? Mais voilà, ça nous a incité à la prudence parce que les sources directes sont très rares sur la batellerie. On a des sources de péage, mais des sources déjà iconographiques, on en a peu. Et des sources d'époque, souvent on commence à avoir des sources quand ça a disparu, donc on peut toujours y avoir le risque de l'idéalisation dans ces cas-là. Donc ces mariniers, on a vu que pendant 4 mois ils ne pouvaient pas naviguer, donc à terre qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient d'autres travaux. Comme par exemple la charpente de cette église, qui date du XIVe siècle, et qui est faite en
carène de bateau renversé. Donc elle a certainement été faite par des charpentiers de marine. Ils faisaient d'autres travaux, donc de construction, ils ne restaient pas inactifs. De toute façon, à l'époque, pas grand monde restait inactif. Donc à l'époque, il y avait aussi des vogues. Là, vous avez le matin d'une fête à l'île Barbe à Lyon. Donc vous avez des vogues, la fête de Saint-Nicolas, qui était le saint patron des mariniers. Donc ça mangeait bien, ça buvait bien. Et puis il y avait les joutes, quelque chose qui me touche particulièrement, j'en ai fait pendant des décennies. Donc les joutes à la base c'était le jeu des mariniers. Donc ça c'est des photos qui sont un peu plus récentes, qui datent autour de 1900 à Sarrières. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sport, aujourd'hui c'est un sport qui existe toujours où il faut se pousser son adversaire à l'eau sans faire de faute. J'ai fait une conférence l'année dernière sur le sujet, s'il vous intéresse, ça se trouve sur YouTube. Pendant ces joutes, on faisait d'autres jeux, comme le tirage de l'oie ou le tirage de l'anguille. Alors qu'est-ce que c'est le tirage de l'oie? C'était une pratique charmante. On suspendait une oie par le cou, au-dessus de l'eau. Et les jeunes gens, depuis le bateau de joute, ou de notre bateau d'ailleurs, essayaient de sauter pour s'accrocher à l'oie, pour la décapiter, pour gagner l'oie. L'anguille, c'était le même principe, sauf qu'on attachait des anguilles dans l'eau. Et puis, en plongeant, en nageant, il fallait qu'ils attrapent l'anguille et qu'ils la décapitent en tirant dessus. Donc, on voyait que la SPA n'était pas trop active à l'époque. Donc, il y avait des réjouissances dans ce sens-là. Et puis, les mariniers à terre, ils sculptaient les fameuses croix des mariniers, qu'on va détailler plus tard. C'était certainement les plus doués d'entre eux qui devaient le faire pour les autres, mais c'était une activité, et ils ne les faisaient pas faire, ils les sculptaient eux-mêmes. Pour rester un petit peu dans le cadre de la vie de terre, j'avais envie de vous parler du bac à trail, parce que le bac à trail, c'est quand même indissociable de la vie du Rhône et quelque part de la vie marinière. Donc le bac à trail, c'était avant les ponts pour traverser le Rhône, il fallait traverser. Donc c'était un bateau qui était attaché à une grande maille qui traversait le fleuve. Là ici vous avez des images qui viennent de Grand Vonnet, qui est un géographe de la fin du XVIIIe siècle, qui montre le bac à trail de Sarrières. Donc la maille, en ce qui concerne Sarrières, elle était dans le prolongement de la rue de l'Église. Une grande maille traversait le fleuve. Il y avait des tours de chaque côté pour qu'elle soit suffisamment en hauteur pour ne pas gêner la navigation. Et une barque était accrochée à cette maille. Donc il y en avait tout le long du Rhône à Sarrières, il a testé depuis 1141. C'est là qu'on trouve la première citation de notre bac à trail. Et il sera remplacé par le premier pont suspendu en 1829. Donc comment ça fonctionnait? Ça fonctionnait par la force du courant. Il y avait, vous voyez, le bateau était attaché à la maille. Le passeur, avec le gouvernail, il mettait le bateau en travers. Le courant poussait sur le flanc du bateau et le traînait jusqu'à l'autre côté du Rhône. Et inversement, pour le retour, il mettait le bateau dans l'autre sens, il le mettait en travers dans l'autre sens, et ça traversait comme ça. Donc pas besoin de tirer sur une corde, pas besoin de... Ça utilisait la puissance naturelle. Enfin, pour la dernière ligne droite de cette conférence, je voulais vous parler de la croix des mariniers. Donc les mariniers étaient des gens un peu frustes, des colosses, des forts en gueule, mais ils étaient croyants. Ils avaient une dévotion particulière pour Saint-Nicolas, qui était donc le saint patron des mariniers, mais la Sainte Vierge et tout ce qui touchait à la religion. Donc la croix des mariniers, vous en avez plusieurs ici. Derrière vous, là, c'en est une photographie pour ceux qui sont devant qui ne peuvent pas regarder derrière.
Qu'est-ce que c'est la croix des mariniers? C'est pas unique ce type de croix. Ça s'appelle une croix de la Passion. Il en existe beaucoup ailleurs. Vous en verrez à Perpignan, vous en verrez en Savoie, vous en verrez... Enfin, dans toute la France, j'en ai vu en Bretagne, j'en ai vu de partout. Elles se sont répandues au XVIe siècle, à l'époque de la contre-réforme, justement pour contrer la foi protestante et montrer les instruments de la passion du Christ. Et elle s'est beaucoup répandue au sein des confréries et des corporations, notamment les mariniers. Auparavant, les instruments de la passion n'étaient pas représentés sur la croix, mais souvent sur des fresques murales. Sur les barques du Rhône, l'usage s'est répandu à partir du XVIIIe siècle, c'est-à-dire assez tardivement. Et elles ont donc une particularité. Première particularité, c'est qu'elles ont une barque capitane à leur sommet, quasiment toujours. Là, on en a une qui n'en a pas, mais derrière, vous verrez les autres, elles en ont. Deuxième particularité, c'est que les instruments de la Passion du Christ qui ont été mis, ont été, de façon plus ou moins volontaire d'ailleurs, ont pris la forme des outils que les mariniers utilisaient. Notamment, j'y viendrai tout à l'heure, mais la lanterne est un fanal de bateau, clairement. Donc ils n'ont peut-être pas fait exprès, ça, c'était pas forcément pour faire une analogie, c'est qu'on leur a dit sculpter une lanterne, ils ont sculpté des lanternes qu'ils connaissaient. Alors certaines sources évoquent le fait qu'elles étaient en permanence à la proue ou à la poupe de la barque capitane. Ça paraît peu probable. Peu probable parce que vous pouvez voir que c'est quand même fragile, beaucoup de petites pièces, les laisser en extérieur, à tous les vents, la pluie, les accidents. C'est beaucoup plus probable qu'elles aient été sous le tium et qu'elles aient été sorties au moment des vogues, des processions, en tout cas quand il y avait des gens pour les voir, quoi. C'est pour ça que cette légende, mais c'est en tout cas cette rumeur s'est propagée comme quoi elle aurait été en permanence sur les barques. Et la croix reste un élément fort d'identité marinière. Ici à Sarrières, nous avons une des plus grosses collections de croix des mariniers. Donc je vais vous parler un petit peu de chaque élément qui sont liés à la foi. Donc, on parle déjà de la barque capitane qui est au sommet. Juste en dessous, nous avons le coq. Le coq, c'est une référence à Saint-Pierre, qui renie 3 fois le Christ avant que le coq ait chanté 3 fois. On a les outils du charpentier, qui se trouvent ici. Parce que Jésus était charpentier, déjà, et puis c'est aussi les outils qui ont servi à le crucifier. Vous avez quasiment toujours une main. La main, c'est la main de Dieu. Et d'autres versions parlent de la main du centurion qui a giflé Jésus. Vous avez le ciboire et l'hostie. Donc là, il y a le ciboire, l'hostie, je ne la vois pas sur celle-là, mais elles sont pas toutes, tous les éléments n'apparaissent pas sur toutes les croix. Qui sont une référence au dernier repas du Christ, bien sûr. L'aiguière. Et là, c'est Ponce Pilate qui s'en lave les mains. Donc, il se fait couler l'eau grâce à une aiguière. Les lanternes, que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont sculptées sous forme de fanaux de batellerie, parce que Jésus a été arrêté la nuit et reconnu à la lueur d'une lanterne. Sur certains, vous pouvez trouver des fouets. Celui-là, je pense que sur celle-là, elle a été détériorée, mais sur d'autres, là, vous pouvez les voir encore. Donc, Jésus a été fouetté durant son calvaire. Et pareil, il a pris la forme d'un faux marinier. Le cœur percé d'une flèche représente la blessure au flanc de Jésus. Sur certaines, vous trouvez des sabres, parce que Saint Pierre défend Jésus lors de l'arrestation en coupant l'oreille d'un pharisien que Jésus guérit aussitôt. Ils ont la forme de coutelas que portaient les mariniers. Donc vous trouvez les rameaux qui sont symboliques de l'accueil de Jésus à Jérusalem. La couronne d'épines et la tunique qui ont été données à Jésus par dérision avant sa crucifixion. On trouve la bourse. Sur certaines croix, elle ressemble à une montgolfière, là, sur les nôtres, mais c'est pas une montgolfière, c'est une bourse avec de l'argent qui coule. C'est une référence aux 30 deniers de Judas.
Parfois on a une corde aussi qui représente la corde avec laquelle Judas s'est pendu. On trouve souvent des dés au pied de la croix, parce qu'au pied de la croix, les Romains ont joué les vêtements du Christ au dé. On trouve régulièrement des crânes et des tibias, ici juste en dessous des dés. C'est un symbole de la mort. On peut trouver Soleil et la Lune en référence à l'évangile qui dit qu'une éclipse est apparue au moment de la mort de Jésus. Certaines interprétations disent que les mariniers le mettaient parce qu'ils travaillaient du lever au coucher du soleil. Bon, ça se trouve aussi sur les autres croix de la Passion, donc c'est peut-être une interprétation un peu abusive. On trouve parfois les processionnaires, donc c'est une référence aux processions religieuses. Une lance avec une éponge, alors là c'est pas bien net, on voit plus sur une de là-bas, on voit clairement une lance avec une éponge, parce qu'on donne à boire du vinaigre au bout d'une lance. On peut trouver une lance seule qui blesse le flanc du Christ, la lance de Longin. On trouve régulièrement des glands qui sont un symbole de prospérité. On trouve une échelle qui sert à décrocher le corps du Christ et qui ressemble beaucoup à un poulain souvent. Donc vous voyez encore une fois toutes les éléments de la Passion du Christ ont été interprétés à la façon rodanienne pour cette raison. Et donc, pour conclure, qu'est-ce qui reste des mariniers aujourd'hui? Donc, il reste beaucoup de choses. Déjà, il en reste au niveau de la littérature. On va parler de la littérature pour commencer un peu documentaire. J'ai pas mis toutes les sources que j'ai utilisées, hein, mais Les mariniers du Rhône de Pierre-Claude Tracol, qui est une référence. Le Rhône au Moyen-Âge de Jacques Rossiot. La mémoire du Rhône de Duren-Martre. J'ai pas mis en photo, mais on peut parler d'Esmond, on peut parler de... Il y a plein d'autres auteurs et énormément de sources. Et puis il y a les livres de fiction. Alors à tout seigneur, tout honneur, Bernard Clavel. Bernard Clavel qui est la référence. Bernard Clavel qui n'est pas originaire de la vallée du Rhône, qui est jurassien à l'origine, qui s'est installé jeune homme à Vernaison, qui a fait partie de la société de joute de Vernaison, qui a écrit énormément sur le Rhône. Et donc je vous en ai mis quelques-uns de ses livres qui parlent du halage. Le Seigneur du fleuve, je vous en ai parlé en introduction, ça a été un déclencheur chez moi et ça reste une référence qui raconte les derniers temps de la navigation. Brutus, qui se passe au temps des Nautes, les Dénautes qui convoient un taureau, qui va servir dans les arènes à supplicier les chrétiens. Ça, c'est pas un roman, c'est un essai, Je te cherche du Rhône. Il parle de ses visites au musée des mariniers, il parle des transformations du Rhône, des grands travaux qui ont eu lieu. Je vous l'ai mis quand même. La table du roi, qui se situe, qui se passe pendant l'époque napoléonienne, dans une barque capitane qui est attelée à la fameuse table du roi, sur le Rhône, pour ceux qui connaissent. Donc Bernard Clavel, c'est la référence, mais il y a plein d'autres auteurs qui ont écrit sur le Rhône. Françoise Bourdan a écrit Les bateliers du Rhône. Henri Montabonnet, celui-là, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai commandé. Je l'ai découvert en faisant les recherches qui a choisi le même tableau pour illustrer sa couverture que mon propre livre. Denis Turier, écrit Dans la lueur du fleuve Roi. Excellent livre pour enfants de Catherine Chion. Très bien documenté, très bien illustré. Je l'ai offert à mon fils et je trouve qu'il est très très bien fait. Et puis, je vous ai mis mes propres livres que je pourrais vous proposer en fin de conférence si vous le désirez. 11 et une histoires autour du Rhône qui est un recueil de nouvelles, dont certaines se passent, donc on raconte l'ultime remonte du patron d'Hervieux, de façon romancée bien sûr, hein, c'est une histoire qui se situe dans le cadre historique, et puis plein d'autres nouvelles qui se passent dans le milieu batelier et dans le milieu du Rhône. Et Les enfants du fleuve Roi, l'ombre de la liberté, qui raconte l'histoire d'un marinier en 1789 qui est pris dans la tourmente révolutionnaire. Le roman se situe à Serrières, à Lyon,
il se promène un peu dans la vallée, mais principalement entre Sarrières et Lyon. Donc au-delà de la littérature, qu'est-ce qui reste? Il reste l'identité, notre identité, notamment ce musée, qui conserve la culture et l'identité du Rhône. C'est encore très fort, c'est encore très présent chez nous. On a cette culture et cet héritage. C'est vraiment un héritage qu'on a envie de protéger. Donc la charpente dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est la maison du bailli qui se trouve dans le quartier du Tronf, de l'autre côté de Sarrières, qui est typique de l'architecture marinière aussi. C'est-à-dire les maisons marinières, souvent en rez-de-chaussée où on mettait les bêtes, parce que ça pouvait être inondable. Un premier étage, voire parfois un troisième étage où on vivait. Donc Sarrières a perdu le halage, Sarrières a perdu le Rhône, mais il n'a pas perdu son identité. Et pour finir, et non des moindres, il nous reste les joutes nautiques. Ça, c'est une passe moderne des finales de 2006 à Sarrières. La joute, qui était le jeu des mariniers, est restée très très ancrée dans notre culture. Sarrières, la joute, c'est presque une religion. D'ailleurs, le club de Sarrières est aujourd'hui le plus titré de France. Donc je sais, je suis un peu chauvin, mais j'ai le droit. Et puis ça reste un héritage de cette culture et on en est conscient. Bon, même les jeunes en sont conscients, je pense, et c'est justement quelque chose qui nous permet de faire le trait d'union. Donc voilà, cette conférence touche à sa fin. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Pour aller les bateaux, lorsque c'était les hommes ou les chevaux, comment faisait-on pour traverser un estuaire de rivière qui arrivait sur le Rhône? Alors, principalement, si on pouvait traverser à gué, on le faisait. Autrement, il y avait le coursier. On traversait d'abord la maille, qu'on allait attacher et amarrer quelque part, puis en plus on traversait les chevaux, et on faisait cette manœuvre, donc c'était forcément long, c'était fastidieux. Mais oui, il y avait des bateaux qui servaient à traverser les chevaux, justement comme ça, en faisant plusieurs voyages. On peut imaginer une barque de service qui amène un cordage, les hommes qui y vont, qui halent une barque, qui halent déjà quelques chevaux, et après avec les chevaux en faisant des allers-retours pour... Donc oui, c'était long, c'est pour ça que ça prenait beaucoup de temps. C'était d'abord Oui. J'ai toujours entendu dire que la route de Salaise était droite pour tresser les cordages vrai ou faux? Alors c'était plutôt la route de rue Frédéric Mistral aujourd'hui. La route de Salaise qui part à travers, elle est beaucoup plus récente, elle date de... Non, mais celle qui a traversé, celle de Chabat. Celle qui allait à Salaise, effectivement, Mais il pouvait y avoir plusieurs routes. À Sablon, on parle beaucoup de la rue Frédéric Mistral, justement à ce niveau-là, mais d'autres rues droites servaient forcément au cordier parce que justement des grandes longueurs étaient nécessaires. Parce que quand on voit les longueurs de mailles nécessaires pour atteler un train, c'était conséquent. Donc oui, on profitait des rues droites, c'est certainement ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Moi, je voulais simplement vous répondre à une de vos questions par rapport au nombre de marines à la naissance. Oui. Vous posez la question du nombre de 6. Habituellement, 6 ou 7. Et on a par témoignage sur les naufrages. D'accord. Sur un naufrage, tous les mariniers étaient interrogés à part. D'accord. Et on a comme ça des pics de compte rendu. Et c'est pas la même chose, il y a C'est pour ça que ouais, c'est Jacques Rossiot qui disait qu'ils n'étaient jamais moins de 4 et jusqu'à 12, donc oui, ça correspond à... c'est au cachet de privat, il y en a pas mal. C'est systématiquement. D'accord, merci de la précision. Deux fois plus que les marines. Merci. Et puis, alors une autre chose aussi, excusez-moi, c'est sur les péages. Vous avez cité les péages, de 1300, évidemment. Et par communauté, parce que vous êtes les autres, ils ont regroupé ces péages en 13 péages. Et après, chacun récupérait sa part. D'accord. Il y a plus qu'un peu marqué là-dessus. Et c'est très pratique. Et puis, alors, il y a une chose sur laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est les péages qui prouvent, c'est-à-dire que le fleuve est toujours navigable. Il y a toujours du passage.
Mais souvent, les sources disent qu'on allège souvent les barques dans les conditions moins navigables, mais c'est vrai que les sources parlent quand même de 6 semaines et 10 semaines d'arrêt total. Mais comme je vous disais tout à l'heure, les sources peuvent être contradictoires, donc c'est vrai qu'une source peut se contredire avec une autre. Donc pour préparer la conférence, j'ai... Le truc, c'est que réellement, c'est très saisonnier. Il y a une crue, il y a des arbres, il y a une crue, à un moment, ils montent, ils s'attachent à un arbre parce qu'il ne peut plus y aller. L'arbre s'arrache, le bateau est cassé. Vous montez dans ce genre de flux, il y a des moments où ça gêne, et au moment où il n'y a pas assez d'eau, à cause du c'est le cas, il y a un bateau, il est bloqué pendant 6 semaines. Oui. C'est tout, il est dans la marque, il s'allège, il enlève avec un sac de verre et charbon, il s'allège, et finalement il va s'écraser avec 400 mètres plus bas, et il faut passer tout dans un plat. C'est-à-dire qu'il y a réellement un rythme systématiquement. Alors après, effectivement, il peut y avoir des coups de plusieurs semaines après, on le voit, mais il y a quand même toujours quelqu'un sur le feu. Ça, c'est impressionnant. Oui, non, mais c'est... Oui, c'est... De toute façon, il ne restait pas inactif quoi qu'il arrive. Donc, quand on trouve les sources, peut-être qu'ils se louaient sur place aussi, peut-être qu'ils devaient bien être un peu chez eux, mais il y avait forcément des périodes vraiment où ils savaient qu'il n'y aurait pas d'eau. Mais oui, il s'arrêtait. Comme on dit, une remonte qui pouvait durer 20 jours dans les conditions idéales, durer 2-3 mois, voire plus, dans des cas exceptionnels, sur des conditions qui se détérioraient. Elles n'étaient pas maîtrisables, les crues, de toute façon. C'était... Bon, s'il n'y a pas d'autres questions... Ah, oui. Petite question annexe, puisque vous êtes de Serrières. J'ai toujours entendu dire à mon père, avant qu'il y ait le canal et qu'il n'y ait plus de circulation de bateaux sur le Rhône, il y a un pilote de bateau qui donnait un coup de klaxon chaque fois qu'il passait à Serrières pour prévenir sa mère. D'une part, est-ce que c'est vrai et est-ce que vous savez qui c'est? Alors, moi je suis né en 76, le dernier bateau est passé en 78, c'est le genre d'histoire que j'ai entendu, oui. Par contre, vous donnez des précisions, il faudrait demander aux anciens, ça plutôt, parce que je ne saurais pas vous répondre. Mais c'est des histoires que j'ai entendues, c'est le genre d'histoire que j'ai entendu, ça. Qui prévenait pour prévenir sa femme aussi, qui lui jetait son casse-croûte depuis le pont. Ça, j'ai entendu aussi, ce genre de... Faut bien l'attraper, hein. C'est des histoires qui courent. Ouais. C'était peut-être la famille Chaumartin. La famille Chaumartin. La famille Chaumartin. Oui. La famille Chaumartin qui faisait ça. C'est la famille Chaumartin. La famille Chaumartin qui est d'accord, ouais, vous avez la réponse, la famille Chaumartin. Peut-être, hein. Oui, il y avait des... Oui, il y avait encore un peu de halage sur les dessertes locales, mais oui. Est-ce que ça vient d'une tradition ou d'une erreur qu'il y ait un accent circonflexe sur le premier A de bateau aimé? Alors ça, je peux pas vous répondre. Franchement, j'ai pas le... Un bateau, alors. Oui, mais c'est exposé en gros sur le quai. Oui, c'est peut-être une faute d'orthographe, je sais pas, je peux pas vous répondre là-dessus, j'ai pas la réponse. Non, j'ai pas retrouvé de source dans ce sens. Alors après, j'ai pas, j'ai pas non plus toute la science de la batellerie,
Donc il y a des choses qui m'échappent, beaucoup même. Mais non, c'est pas quelque chose que j'ai retrouvé en tout cas. En tout cas, merci. Et ben, s'il n'y a plus de questions, je vais vous remercier. Merci d'être venu, j'espère que ça vous a plu. Donc si vous voulez, je suis disponible pour discuter ou si vous voulez un livre. Je vous remercie. Je voulais aussi te remercier pour le temps que tu as passé à faire les recherches pour cette conférence. Et pour avoir lu ces livres, je peux vous dire qu'ils sont pas mal. Voilà, si vous êtes intéressés. Autre chose, le comité des fêtes me rappelle que le 15 juin, sur les quais, on a un concert hommage à Johnny Hallyday. Donc, tu m'as dit, c'est Pascal, oui. C'est Pascal chante Johnny, et tu m'as dit c'est à 21h. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, le